C'est le retour sur le plateau après la pause journal. On continue donc de débattre du sommet États-Unis-Afrique, le retour diplomatique des États-Unis sur le continent, toujours avec mes deux invités, Eric Johnson et Abel Hezou Badassé. C'est Eric Johnson qui avait la parole avant la pause sur ce financement de 55 milliards de dollars. C'est vrai qu'annoncer comme ça semble très ronflant. Pour 54 pays, finalement, c'est pratiquement rien. Et 49 finalement, puisque 49 qui ont participé. ont participé. Mais quand vous prenez nos budgets, nos budgets qui s'évaluent aujourd'hui à peu près à 1000 milliards de francs CFA, quand vous prenez cet appui, vous remarquez que c'est à peu près 5 à 10% pour certains, 15 à 20% pour d'autres, etc. Ça dépend du budget de chaque pays. Et là, je pense que... Mais ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on fait des sommets, que ce soit avec la Chine la dernière fois, je ne sais pas, la Chine était à plus de 60 milliards de dollars de promesses, oui. La France et tout. L'Afrique n'a qu'une valeur marchande. C'est le visage qu'on donne aujourd'hui. On a comme l'impression que c'est de ça il s'agit. Les Africains ont besoin de ressources financières pour même les investissements sociaux. On a besoin de l'aide. C'est ça qui est un peu terrible. Mais vous savez, tant que nous n'arriverons pas à mettre en place des politiques de gouvernance rigoureuses, nous resterons toujours avec cette main tendue vers les autres. C'est clair que nous avons un problème. Nous voulons ressembler aux gens, mais nous n'apprenons pas des gens. Lorsqu'on met en place une politique rigoureuse de gestion, de gouvernance, je crois qu'on peut diminuer considérablement cette tendance à aller vers les autres pour avoir de l'argent et financer nos économies. C'est très important. Vous regardez un peu, nous-mêmes, je parlais de l'Union africaine tout à l'heure, qui est financée par les Occidentaux. Et il faut voir les organisations sous-régionales, le Conseil de l'Entente, la CEDEAO, l'UEMOA, le CEMAC et tout ça, c'est des organisations qui ont aussi besoin d'appui internationaux. Mais comment pourrons-nous sortir de cet engrenage-là? C'est de ça il s'agit. Donc, quand tu me poses la question, je dis oui. D'accord. Alors, il y a aussi une autre réalité qu'on ne dit pas souvent. Je rappelle, lors du dernier sommet de la COP 27, où il fallait financer les dégâts que les Occidentaux créent sur le continent, je pense que le fonds, c'était 100 milliards. On a du mal à le rassembler. Ces mêmes pays viennent faire des promesses aujourd'hui de 55 milliards de dollars. Et on oublie aussi l'autre envers du décor. Ce n'est jamais un don. C'est toujours des prêts que vous allez rembourser. Et on est toujours dans ce cercle vicieux. C'est pourquoi il est important que les dirigeants africains puissent vraiment prendre la mesure de la chose et changer de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas continuer par s'endetter auprès de ces puissances occidentales-là. Et lorsque nous revenons maintenant à l'intérieur de nos États, nous voyons encore sur le plan social la pauvreté, la promiscuité un peu partout. Je pense que ça doit cesser. L'Afrique ne doit pas être un terrain d'essai des puissances occidentales dans tous les domaines. Nous devons changer. C'est possible. Si je vois toutes ces organisations dont Eric a cité aujourd'hui, je pense que la CEDEAO, entre-temps, avait vraiment avait fait un bon travail, jusqu'à ce que certains pays, même du Maghreb, de l'Afrique du Nord, ont cherché à adhérer à cette CEDEAO-là, parce qu'il y avait des indicateurs qui étaient vraiment ouverts. Mais aujourd'hui, nous laissons ces organisations-là et on va faire allégeance à un pays en pensant peut-être à un don. Mais l'argent que les États-Unis vont débourser, c'est ce que vous venez tout à l'heure, c'est des prêts. Nous serons obligés de les rembourser. Est-ce qu'à l'interne, on n'a pas les moyens de mobiliser
Même si c'est sur le plan régional ou sous-régional, est-ce qu'on n'a pas les moyens de mobiliser les ressources pour éviter toujours ces aides-là qui pèsent vraiment sur les budgets des nations? Je pense qu'il faut réfléchir sur la question. L'Afrique doit sortir de ce cercle-là pour vraiment être indépendante sur le plan économique. C'est important. C'est possible d'y arriver? C'est possible. Il faut un peu de prise de conscience de nos dirigeants, de la classe politique surtout. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par le pouvoir que par le développement de leur pays. Et donc, tout est possible. Vous savez, aujourd'hui, au début de ce débat, tu parlais de la jeunesse qui comprend les choses, etc. Mais laissez cette jeunesse-là arriver au pouvoir, vous verrez ce qui va se passer. C'est que les gens ne sont plus préoccupés par la chose publique, mais plutôt par la chose personnelle, individuelle. Et c'est ça qui fausse tout. Vous savez, on a la possibilité de tout renverser. On a cette possibilité-là. Il suffit que les gens s'organisent. C'est une question d'organisation. Et il ne faut pas aussi trop croire en ce que c'est les autres qui vont nous aider à progresser. Ça n'arrivera pas. Justement, ça, comment déconstruire ce mental-là? Mais c'est pas l'éducation. Je le dis souvent, c'est l'éducation à la base. Aujourd'hui, vous voyez un peu, la dernière fois, c'est le ministre Trémois qui a sorti un communiqué pour demander aux populations de respecter les emblèmes de la République. Oui, ça commence par là. Le civisme, la citoyenneté, le patriotisme. C'est de cette manière qu'on peut éduquer un peuple qui veut aller de l'avant. Et je crois que si nous arrivons à faire cette éducation de base, le socle de notre développement, je crois qu'on va s'en sortir. Espérons que ça ne prenne pas trop de temps. On va évoluer vers un autre sujet. On parle du mondial. À Qatar 2022, le Maroc, mention honorable parce que le Maroc a été le premier pays d'Afrique à se hisser en demi-finale d'une Coupe du Monde. Le Maroc était face à la France. Eh bien, la France a été un peu trop difficile à jouer pour le Maroc. On a difficilement reconnu ce pays qui s'est débarrassé de l'Espagne, qui s'est débarrassé du Portugal, mais qui n'a pas vraiment pesé face à la France. Score 2-0, le Maroc sort, jouera la petite finale donc ce samedi, aujourd'hui. Mais avant, on va écouter les Marocains qui sont entre déception, mais également un peu de joie. On écoute un supporter marocain. Honnêtement, je ne m'attendais pas à aller aussi loin, mais vous savez, à mon avis, tout ce que nous avons reçu de toutes les nations arabes, nous avons fait un excellent parcours et tout l'amour que nous recevons du monde entier, Dieu merci, nous avons pu faire un excellent parcours. All the love that we were getting from around the world, alhamdulillah, we were able to do a great job. It was great. We're very happy. C'était génial. On est très heureux. On est très fiers. On est fiers de notre pays. On est fiers de notre équipe. On doit juste fêter ça. Our team, we're just happy to celebrate. I mean, we're a little disappointed. Nous sommes un peu déçus, mais nous sommes vraiment fiers de l'équipe marocaine. Ils ont tellement bien fait et nous sommes toujours en train de les encourager parce qu'ils doivent encore jouer contre la Croatie pour la 3e et la 4e place. Donc, vous savez, c'est notre foi qui nous poussera à être heureux parce qu'ils sont allés si loin. Nous sommes très fiers d'eux. Et la France a une attaque et une défense impeccables. Que pouvons-nous dire? Ce sont les champions en titre. Defense, what can we say? They're the reigning champions. Voilà donc la joie, la fierté, la déception des supporters marocains. Moi, j'avoue que j'ai pas suivi le match en entier. Je suivais ça dans ma voiture. Quand on a marqué le premier but, à la 5e minute, j'ai compris que le Maroc allait perdre parce que c'est souvent très difficile de remonter des buts qui sont marqués très vite comme ça. Mais Abel Badassé, qu'est-ce qu'on dit finalement de la prestation marocaine? Bon, moi je dis tout simplement le Maroc a fait sensation. Le Maroc a fait honneur à l'Afrique parce que c'est la première fois qu'une équipe africaine est arrivée à ce niveau du mondial.
D'abord, le Maroc a été premier dans son groupe. Il est sorti premier. Ensuite, le Maroc élimine la Grande Espagne en huitième de finale. Et le Portugal en quart de Cristiano Ronaldo en quart de finale et se retrouve en demi-finale. La France était un morceau vraiment dur. Et ça, il faut le reconnaître. Plus dur que le Portugal? Bon, en fait, lorsque nous voyons l'équipe française, c'est une équipe techniquement bien construite, avec un entraîneur qui a fait un bon coaching. Je crois que les Français étaient donnés déjà favoris par rapport à ce match de demi-finale Maroc-France. Je soutenais quand même l'équipe marocaine parce que j'avais un cœur africain, mais la réalité sur le terrain a dit autre chose. Le Maroc a perdu le match contre la France, mais je pense que c'est une équipe à féliciter, à encourager, parce que c'est pour la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce niveau. C'est ce qu'on dit dans l'armée, tomber les armes à la main? À la main, oui. Ouais, le Maroc est tombé les armes à la main, véritablement. Mais il faut reconnaître un truc. Hein. Vous savez, dans mes pronostics, je disais que si la France ne marquait pas de but au Maroc, dans les 15 premières minutes, le Maroc gagne. Ce serait très difficile pour la France de gagner après 15 minutes si le score était resté 0-0. Tout simplement parce que au fur et à mesure que chaque match du Maroc avançait, le Maroc prenait de l'ascendance sur ses adversaires. C'est ce que j'ai remarqué. Et dès que le match a commencé et qu'il y a eu cette petite erreur défensive-là, et le but a été marqué d'ailleurs par un latéral, j'ai compris tout de suite que le Maroc perdait ce match-là. Néanmoins, après 15 minutes, le Maroc avait la possession. 65% contre 35% pour la France. Mais il faut dire que les Français ont été réalistes. Et c'est ça qui prévaut aujourd'hui dans le football moderne. Ce n'est plus des calculs de ce pays-là est plus fort que l'autre, ce pays-là a de bonnes équipes par rapport à l'autre. Non, c'est le réalisme qui joue beaucoup aujourd'hui dans le football moderne. Et donc, la France a été réaliste, mais le Maroc a fait son match. Il faut le dire. J'ai vu que les Marocains, malgré le but qu'ils ont reçu très tôt, ils n'ont pas désarmé. Ils ont joué leur football. Et ce football-là, je pense que ça doit faire l'exemple. Vous attaquez les pays comme le Portugal et l'Espagne. Vous jouez contre ces pays-là de manière très désintéressée, mais vous les prenez de court. C'est ce que le Maroc a fait. Et donc, vous savez, vous voyez Cristiano Ronaldo qui a pleuré après ce match-là. Ce n'est pas parce que le Portugal a été éliminé, mais c'est parce que c'est quel pays qui a éliminé le Portugal? On dit le Maroc. Parce qu'ils avaient pensé marquer des buts, faire un carton contre le Maroc. Mais le Portugal a été déjoué sur tous les pronostics. Et donc, c'est dire que bravo à cette équipe de Walid Regragui qui a fait véritablement un bon coaching. Il a été à la hauteur. Malheureusement, pour nous autres Africains, je pense que, vous savez, il y a la nature aussi, il ne faut pas l'oublier. Ce match perdu contre la France, ce n'est pas forcément sur le terrain ça s'est passé, ça s'est aussi passé ailleurs. Parce que vous avez vu les propos tenus par certains Marocains déjà, quand ils sont arrivés en demi-finale, que c'est un pays arabe et non africain. Je dis attention, le Maroc est soutenu par toute l'Afrique.
ce n'est pas soutenu par les Maghrébiens uniquement ou par les pays arabes uniquement. L'entraîneur a rectifié le tir chaque fois en replaçant le Maroc en Afrique. J'ai l'impression que les Marocains oublient leur situation géographique. Et non seulement ça, le Maroc est à la porte de la CEDEAO. Ce qui ne va pas arriver. Ça va arriver. Non, parce qu'il faudra aller changer les tests fondateurs de la CEDEAO pour ça. Et ça va être une hérésie. Hein, les pays sont constitués. Enfin, les entités se constituent par. Il y a les régions déjà. Oui. Non. Vous avez vu la Mauritanie qui est sortie de la CEDEAO, mais la Mauritanie peut revenir. Oui. La Mauritanie peut revenir et donc on peut aller jusqu'au Maroc, c'est pas un souci. Pour la Mauritanie, il n'y a pas de problème parce que lorsqu'on délimite la région même de l'Afrique de l'Ouest, oui, la Mauritanie fait partie. Mais après la Mauritanie, vous passez voilà. Donc, non, je dis qu'il y a aussi la nature qui a joué un peu contre cette équipe marocaine. Il ne faudrait pas penser que, parce que vous évoluez, parce que le Ghana aussi avait cette possibilité d'aller en demi-finale. En 2014. Même là, parce que le penalty raté par Ayou a été franchement... Ils ont l'habitude de rater les pénaltys dans ce genre de... Mais moi, j'avais pensé très sincèrement que le pénalty là allait être remis à quelqu'un d'autre pour le transformer. Malheureusement, vous savez, quelqu'un qui a l'habitude de marquer, on peut lui remettre. On a donc le Maroc qui ouvre le bal des demi-finales pour le continent. Il faut encore attendre 40 ans pour voir un pays africain à ce niveau? Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, le football est en train de changer. Personne n'était prêt à pronostiquer le départ de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal. Très tôt comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, le football n'est plus affaire de grandes nations. Chaque pays est en train de se préparer et on ne sera pas loin de voir l'Afrique peut-être en finale, pourquoi pas, dans la compétition prochaine. Mais je crois que pour le cas du Maroc aujourd'hui, comme Eric l'a dit, et pour moi, j'ai vu un bloc, un jeu en bloc de la part de l'équipe marocaine. Il n'y a pas assez d'individualité, contrairement à l'équipe française où nous avons d'énormes individualités. Je pense que c'est ça qui a payé. Face à un bloc, je pense que si la France, comme elle a fait, a développé des individualités, la France ne pourra que gagner. Et c'est ça qui a été le jeu mené sur le terrain. Le Maroc a joué en bloc, la France a accompli et les individualités ont payé. Je pense que ce que disait Eric, je pense que c'est Griezmann ou qui il disait qu'il faut mettre la pression dès le début et marquer très rapidement. Ils ont compris aussi ça. Oui, je crois que tout le monde est en train, déjà après les phases de poule, les gens ont commencé par étudier le Maroc. Et vous savez, quand vous arrivez à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de choses à faire. Il faut prendre l'adversaire dès le début du match. Et c'est ce que la France a fait. Le Maroc, comme je le disais, a cette propension-là à aller de l'avant très vite au fur et à mesure que le match avançait. Lorsque vous égrenez des minutes contre le Maroc, ce n'est pas sûr que vous puissiez lui marquer des buts. Et donc, le coach français Didier Deschamps a été très intelligent en demandant à ses poulains d'y aller très vite dans les premières minutes, et c'est ce que Griezmann a dit, et c'est ça qui a vraiment joué. Si vous ne marquez pas dans les 15 premières minutes contre le Maroc, c'est pas évident pour vous. Vous le voyez 3e ou 4e? Non, je vois le Maroc 4e parce que face à la Croatie, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pronostique le Maroc 3e. Il faut que cette équipe-là aille jusqu'au bout. Si c'est face aux champions du monde que le Maroc est tombé,
la Croatie est vice-championne. Ouais. Vice-championne. Et donc, je pense que... Malheureusement, c'est pas aussi mathématique. Oui, c'est pas aussi mathématique, mais il faut voir le football qui est développé aujourd'hui par ces différents pays. La Croatie, personnellement, ne m'a pas trop séduit pendant cette Coupe du Monde-là, qui tire vers sa fin. Non, je crois que ce soir, le Maroc va développer, va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que on disait que le Maroc est tombé, comme les militaires le disent, les armes à la main, mais c'est ce soir qu'il faut véritablement démontrer cela. Et je crois, et j'ai confiance en cette équipe, je dis que le Maroc sera troisième et pour une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et comme s'amusaient d'autres à le dire, que le Maroc a battu le Portugal, alors que le Bénin avait battu le Maroc entre-temps. Or, le Togo bat tout le temps le Bénin. Donc, le Togo peut battre le Maroc. Et arriver à ce niveau de compétition. Ouais. Dernier Ça, sujet. c'est une transition mathématique. On passe maintenant au Millennium Challenge Corporation. Lors de sa réunion trimestrielle, c'était le 8 décembre dernier, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a sélectionné à l'unanimité la République togolaise comme éligible pour développer un compact bilatéral, le programme de subvention quinquennal de la MCC. Cette décision historique témoigne du partenariat profond et croissant entre les États-Unis et le Togo pour créer une croissance durable et inclusive. Là, je lis le communiqué donc, du conseil d'administration du MCC. Et donc, au fur et à mesure que le travail sur le compact avance, le Conseil et la MCC continueront à surveiller de près les engagements du Togo envers les critères d'éligibilité. Bon, bref, le Togo accède donc au programme, le programme compact. Le Togo était jusqu'ici dans le programme qu'on appelle le Threshold, qui lui donnait droit à 35 millions de dollars. Avec le MCC, ce financement va être multiplié par 10 selon... les informations que nous avons. Le Togo, donc, pour cela, a dû valider des critères mis en place par ce programme-là. Au niveau du Togo, on comprend, c'est beaucoup de fierté pour ceux qui ont travaillé sur le dossier. Abel Hezou Badassé, qu'est-ce que le PPI dit de cela? Est-ce que vous en parlez comme d'un exploit? Bon, c'est un espoir, oui. Moi, je pense que d'abord, il faut féliciter le groupe qui a travaillé pour que le Togo puisse valider tous ces critères-là qui lui donnent droit à ce programme. Et maintenant, ce qui est important, c'est avec les financements qui vont arriver, qu'est-ce que l'État togolais fait de ces financements-là? Qu'est-ce qui change dans le panier de la ménagère, sur le plan social? Qu'est-ce qui change réellement? Je crois que si c'est valider les critères pour pouvoir avoir le financement et peut-être ne rien avoir, cela, ça ne vaut pas la peine. C'est ce que je disais. Il ne faut pas tout le temps chercher à tendre la main de l'extérieur pour avoir de l'argent juste pour faire autre chose. Mais si ce programme-là permet de lancer véritablement un changement sur le plan social dans notre pays, je pense que c'est une bonne chose. Donc, au niveau du PPI, nous félicitons le groupe qui a travaillé pour que le Togo puisse être admis à ce programme. Et nous souhaitons vivement que ces financements-là soient utilisés à bon escient pour que le panier de la ménagère connaisse au moins une amélioration. Parce que là, ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Bon, peut-être avant de venir à qu'est-ce qui change, on sait qu'il y a des critères. Ce sont les États-Unis qui ont mis ça en place. Et c'est comme dans une salle d'examen. Moi qui ai passé beaucoup d'examens comme vous dans votre vie, il faut valider les questions pour passer. C'est pas un peu clochardisant, tous ces processus qu'on met en place pour nos États? Clochardisant, je peux dire encore non. Parce que ça permet d'asseoir une bonne gouvernance. En réalité, ce programme qui a été créé en 2004 par les États-Unis, c'est pour permettre à nos États de faire une bonne gestion des ressources qui sont allouées pour le développement. Et donc, vous savez, le programme Threshold, justement, tu en parlais, mais si le Togo est éligible au MCC, Millennium Challenge Corporation, c'est parce que, au-delà des critères d'éligibilité qui se trouvent
dans le programme MCA, c'est que le Togo a su bien gérer les fonds du programme Threshold. Il y a aussi ce critère-là qui vient s'ajouter aux critères d'éligibilité. Et donc, c'est pour dire qu'en réalité, il y a eu une évaluation. Donc, je me rappelle, le 13 octobre dernier, le président de la République a reçu la dame, la PCA du MCC. Et donc, ils ont eu à passer en revue l'état d'avancement du Togo dans ce programme-là. Et donc, aujourd'hui, si on dit le Togo est éligible au programme MCC, nous ne l'avons pas encore. Hein. Il faut le dire, parce que l'information, c'est que le Togo est éligible. Et donc, il y a encore des critères à valider. Et je crois que tous ces critères, en résumé, se retrouvent dans la bonne gestion, dans la bonne gouvernance. Et donc, les programmes touchent surtout, comme le disait mon collègue, les secteurs sociaux. Et c'est surtout ça. Il y a une bonne partie qui concerne l'éducation de la fille, c'est-à-dire le genre, il ne faut pas l'oublier, et la santé, l'utilisation de l'outil informatique, etc. Donc, c'est surtout les secteurs sociaux qui sont concernés par ce programme-là. Et donc, je crois que dire que c'est clochardisant, je ne le pense pas, parce que ça permet au moins d'évoluer dans la gestion de la chose publique chez nous. Alors peut-être je vais repréciser les termes de ma question. En parlant de clochardisant, je regarde un peu nos dirigeants, parce que je l'ai dit, ce sont les États-Unis qui fixent les critères. Vous devez atteindre ci dans le critère tel, dans le critère tel, il y a les critères politiques, les critères économiques, etc. C'est comme si finalement on fait les choses non pas parce qu'on a envie de les faire, mais parce qu'on nous impose de les faire pour prendre de l'argent. C'est ce qui est clochardisant. Alors si tout ce qui est imposé, peut-être les critères imposés par les États-Unis, je pense qu'au niveau des autorités togolaises, elles savent également que ces critères, c'est de bonnes choses qu'il faut offrir aux citoyens, c'est de bonnes choses qu'il faut pratiquer. Mais est-ce qu'il faut attendre d'abord qu'une autre nation donne des injonctions, que si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas atteint ce niveau, si vous n'avez pas fait ces réalisations, si vous n'avez pas amélioré tel secteur, vous n'aurez pas ce financement. Est-ce qu'il faut attendre d'abord cette injonction-là avant de pouvoir améliorer? Quel est alors le rôle de l'État, du gouvernement? Alors, il faut dire que les États n'ont pas été obligés d'aller vers ce programme des États-Unis. L'État décide de lui-même d'aller vers ce programme-là et avoir des financements pour améliorer certains secteurs sociaux. Il faut dire que personne ne l'impose. Il ne faut pas alors en faire une priorité ou bien en faire un trophée, comme si c'était ce programme-là seulement qui permettait. S'il n'y avait pas ce programme, le gouvernement n'allait pas de lui-même sortir un programme social et l'exécuter pour ses populations. Non, si je décide d'aller vers ce programme-là, c'est que je suis obligé en ce moment de résoudre tout ce que ce programme-là me demande de faire. C'est moi qui ai voulu volontairement y aller. Regardez, aujourd'hui nous venons de parler du Maroc. Si le Maroc est allé aussi loin, c'est parce que en amont, le pays a fait des efforts pour améliorer, par exemple, les centres de formation de football, etc., envoyer ces joueurs à l'extérieur pour se former, ces entraîneurs, etc. Il y a tout un programme qui a été conçu au Maroc pour développer le football, parce que le pays veut aller loin sur le plan footballistique. Et donc, c'est la même chose. C'est volontairement que chaque État décide d'y aller. Si il y a des pays qui traînent sur le plan footballistique, c'est parce que ces pays-là n'ont rien développé pour pouvoir arriver à ce niveau. Moi, je pense, vous avez bien développé, moi je pense qu'aujourd'hui, si le Togo a choisi d'aller à ce programme,
je pense que c'est à titre complémentaire. Avoir ces financements pour peut-être à titre complémentaire. Les financements, bien, les ressources que le Togo dispose, dont le Togo dispose sont déjà suffisantes pour développer un programme social qui couvre les besoins de base C'est pas évident. des Togolais. C'est pas évident, hein. Je sais que C'est c'est pas, possible. c'est pas évident. Il faut voir, Je sais que c'est voir le possible. niveau de notre budget. Il faut voir le budget. Le On est budget, à tout 1700 simplement. milliards Oui. aujourd'hui. Et c'est 600 milliards qui sont consacrés au secteur sociaux. Lorsque moi je vois certains mais- critères ici, mais certains oui. critères, par exemple les libertés politiques, etc. Mais moi je pense que s'il faut réellement parler, le Togo n'a pas encore validé ces critères-là. Parce que, regardez, la liberté de manifestation aujourd'hui, cette liberté-là, est-ce qu'elle existe encore? Mais on a tout mis sous le dos Du Covid. de la crise sanitaire Covid, et puis la crise sécuritaire. D'état d'urgence en état d'urgence. Mais comment on peut accepter que les événements, les événements Move Summer, qui regroupent des foules immenses au niveau de la plage, là-bas, il n'y a pas de question sécuritaire. Mais quand c'est un parti politique qui veut faire une manifestation, on dit, ah, il y a l'insécurité qui règne, donc il faut interdire cette manifestation. Et vous validez ces critères-là. Je pense que c'est dangereux. C'est dangereux. Bon, mais il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, le côté des libertés au Togo, il reste encore beaucoup à faire. Ah oui, ça, Surtout la liberté de manifestation. C'est pas seulement au Togo, hein, c'est un peu partout. Nous parlons, nous sommes avec notre pays. En même temps, c'est de ça que nous parlons. on avait peut-être discuté de ça quand on faisait le débat sur le sommet États-Unis-Afrique. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même schéma de réforme contre argent? C'est ça. Réforme contre argent. Oui. C'est ce que je disais. Nous avons décidé d'aller vers cet argent-là parce que nous nous disons qu'il y a une manne à aller prendre. Et donc, pour aller prendre cette manne-là, vous avez forcément besoin de passer par ces réformes-là. C'est Qui clair. ne sont pas pensés par nous. Oui. Qui sont pensés par les d'autres et autres. qui vous disent, voilà ce qui Voilà est ce qu'il faut bien faire. pour vous. Oui. Ce qui est bien pour vous, je peux juger que c'est pas bien pour moi et ne pas y aller. Il y a des pays qui ne sont pas allés à ce programme-là, personne ne les bouscule. Mais vous trouvez que c'est une bonne chose que nous, on se batte autant pour obtenir ça? Parce qu'on a l'impression que depuis quelques années maintenant, toutes les réformes qu'on fait ne visent qu'à valider des critères d'éligibilité. C'est pas seulement au niveau de ce programme MCA, hein, mais il y a aussi le FMI, la Banque Qui a aussi des mondiale, critères qui d'éligibilité. exige, Oui, c'est ce que qui j'ai exige dit. aussi Donc, on a des choses. l'impression qu'on ne fait que des réformes pour satisfaire à des critères internationaux. Oui, il faut se dire une vérité. C'est parce que nous-mêmes, nous avons accepté la démocratie. La démocratie, c'est le respect des lois et il y a des lois universelles que nous devons respecter. Mais pourtant, nous avons accepté d'aller en démocratie. C'est la même chose. Vous savez, nous ne pourrons plus vivre en vase clos, comme je le disais tantôt. Nous sommes, comme on le dit, dans un village planétaire où il y a des évolutions au jour le jour. Et donc, pour pouvoir arriver à obtenir quelque chose, il faut forcément passer par des critères. C'est tout à fait logique. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais une conférence de presse de la cellule qui coordonne tout ceci. Oui. Et on annonçait avec fierté qu'on était encore éligible. À l'époque, c'est le threshold. Sur une question que j'avais posée, la réponse que j'ai eue est la suivante. C'est pas de l'argent qu'on vous remet. Non. L'argent est toujours avec eux. Maintenant, ils vont vous accompagner pour dire on va aller dans tel domaine, on va aller dans tel domaine. Et la réponse, clairement, que le ministre m'avait donnée à l'époque, c'était que nous, on voulait aller sur tel axe, mais les États-Unis nous ont dit regardez tel axe, c'est beaucoup plus prioritaire. Regardez tel autre. À l'époque, on parlait de l'informatique, etc. Ouais. Ça veut dire en fait que la main qui donne ordonne. On vous oriente aussi. Oui. Est-ce que vous savez qu'entre-temps, le Togo a décidé d'arrêter ce programme? Tout simplement parce que la façon dont la méthode
de décaissement de ces fonds et les orientations ne plaisaient plus au Togo, et le Togo a écrit au conseil d'administration du MCA pour dire nous allons arrêter tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel autre point. Et je crois qu'il y a eu des discussions et finalement le Togo est revenu sur sa position pour dire alors si vous acceptez aussi nos critères, nous allons continuer. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à la fin du programme Threshold. Et je crois que même si la main qui donne ordonne, à certains moments, il faut aussi poser sur la table vos conditions pour pouvoir continuer le programme. Est-ce que vous pensez que parce que le threshold, on l'a déjà eu plusieurs fois, ça change quelque chose dans le quotidien des Togolais? Déjà, je pense que vous et nous, chaque jour, nous vivons le quotidien de nos compatriotes. Nous savons de quoi il s'agit. Allez-y dans les milieux reculés, dans les fermes reculées pour voir le visage de la pauvreté. Même elle est rampante. Je crois que tous ces programmes-là, réforme contre argent, le Togo doit repenser comment développer son pays, que de pouvoir faire ces réformes, peut-être ces réformes même dont nous n'avons pas encore besoin, pour pouvoir avoir encore de l'argent. Et encore faut-il savoir comment est-ce que ces sommes-là, mais cet argent-là est utilisé. Pour nous, au PPI, nous pensons que les ressources élémentaires dont dispose le Togo sont déjà suffisantes pour pouvoir améliorer le quotidien du Togo. C'est pourquoi nous avons dit que dès notre première année de gouvernance, nous allons créer déjà 1 221 000 emplois directs. Et c'est possible. Au moment où le gouvernement avait un programme quinquennal pour créer 500 000 emplois, nous avons dit 1 221 000 emplois directs. C'est possible. Bon, mais s'il faut attendre de rêver toujours dans l'opposition, hein, c'est de la réalité de la gouvernance. Non. Elle est autre chose aussi. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel, bien, oui, ceux qui nous dirigent, nous ont déjà montré leurs limites. Ça veut dire que pour vous, tout le monde le sait. Ça veut dire que pour vous, déjà, il y a 1 million de chômeurs. Mais il y a plus d'1 million de chômeurs. Il y a plus d'1 million de chômeurs. Lorsque vous sortez, quand vous parlez de chômeurs, ce sont des diplômés sans emploi, ce sont des gens qui ont eu à faire des formations professionnelles. Mais bien sûr. 1 million. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je pense que aujourd'hui, le programme dont le Togo aujourd'hui clame haut et fort qu'il est éligible, si on vous montrait comment peut-être cette somme-là est utilisée, bon, moi je n'ai pas encore vu quelque part comment est-ce que cette somme-là, dans quel secteur précisément, ce décaissement-là est allé. Jusqu'à présent, moi je n'ai pas encore vu. On ne communique pas sur l'utilisation de ces fonds. C'est ça le problème. Mais lorsque vous avez des financements de la part peut-être des bailleurs de fonds, ou bien d'une puissance étrangère, d'un programme, le mieux, c'est de communiquer largement aux populations. C'est telle somme que nous avons reçue. Voilà le secteur, bien les secteurs dans lesquels nous avons utilisé ces fonds-là. Voilà ce qui a été fait. Voilà ce qui reste à faire. Mais on ne communique pas. Mais toujours des programmes. Regardez tous les projets dont bénéficie le ministère de l'Agriculture. Dans quel jour on vous a fait le bilan ici? Quel jour? Nous n'avons pas eu de bilan. Nous avons seulement des projets qui arrivent, des financements qui arrivent, mais jamais un compte rendu aux citoyens. Mais à ces citoyens-là, vous demandez qu'ils soient civiques. Je pense que ce qu'évoque Abel Badassé est intéressant parce que vous avez dit, c'est en 2014, si je ne m'abuse, que ce programme, le MCC, a été lancé. Nous sommes en 2022, ça fait quand même du chemin. Si on fait aujourd'hui le 2004. bilan... 2004, pardon, je disais 2014. 2004, si on fait le bilan aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, de façon tangible, de montrer les changements qui sont intervenus avec autant d'énergie qu'on utilise à valider des critères? Je crois que toi et moi, on va participer à la prochaine conférence de presse. Vous savez ce que c'est que les conférences de presse? Oui, on va poser, on va poser. Ça vient, c'est de la com politique qu'on sert. Oui, c'est pour te dire. La réalité, c'est pour te dire que là, nous ne sommes pas capables de le dire, toi et moi. Et donc,
il faut attendre la Si on prochaine m'invite, conférence je de suis presse. souvent invité. Pour... On va Non, connaître mes réputations non, d'être un peu critique, donc, de toutes les façons, je pense que le problème de communication est récurrent et nous l'avons toujours dit. Hein, c'est pas. Est-ce que c'est un problème de secret pour communication quelqu'un? parce qu'il n'y a rien à communiquer en fait? Non. Il y a beaucoup à communiquer parce que je parlais tout à l'heure du programme Threshold où les fonds ont été utilisés avant qu'on ne soit éligible au programme MCC. Et donc, je crois que si ces fonds-là ont été utilisés, on doit forcément nous dire dans quel secteur et pour quelles raisons on a utilisé ces fonds. On doit forcément nous le dire. Et là, on peut poser des questions et avoir des réponses. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de visu nous-mêmes de voir que depuis 2004, ça nous sert, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous ne voyons pas. Parfois, c'est quand on met un peu l'accent sur ça que nous cherchons à savoir de quelle manière ça a été fait. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, il parlait par exemple des programmes agricoles et tout ça, qu'on ne rend pas compte aux citoyens. C'est vrai. Et personnellement, j'ai eu à approcher beaucoup de projets et j'ai vu que effectivement de l'argent a été sorti pour les séminaires. Pas pour les séminaires, mais pour financer enfin des citoyens, etc. Mais ce qui reste à voir, ce sont les impacts directs sur les populations. C'est ça qu'il faut maintenant essayer de mesurer. Et si quelqu'un qui est à la tête de ces programmes-là, de ces projets-là, ne fait pas un bilan, nous ne pouvons pas le savoir, à moins que nous soyons décidés à aller faire des investigations en bonne et due forme. Et je pense que c'est ce sur quoi vous vous interrogez finalement, quel est l'intérêt de tout ça directement dans la vie des populations. Ouais, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit parce que rien ne sert d'avoir des programmes qui apportent des financements et bon, le vécu quotidien des citoyens togolais ne change pas. Ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi nous, au PPI, nous sommes très sceptiques par rapport à ces programmes-là, par rapport surtout à l'utilisation des fonds. Ouais, il faut voir, hein, dans la feuille de route du gouvernement, il y a beaucoup de choses qui sont programmées, mais vous vous demandez comment on finance tout ça. Quand vous prenez le budget, vous vous rendez compte que le budget ne peut pas permettre de financer tous ces programmes-là. Et donc, je pense personnellement que ces programmes-là sont financés à partir justement de ces fonds qu'on reçoit. Vous imaginez, on dit on va construire 30 000 salles de classe. L'argent va venir d'où? Or, dans ce programme MCC, il y a quand même un pas important pour l'éducation. Donc, on peut affecter ces fonds-là à la construction de salles de classe. Et donc, je dis, il faut nous dire clairement que c'est à partir de ça qu'on a fait ci pour que nous puissions savoir. Vous avez parfaitement raison, parce que la communication a un problème. On doit se poser des questions sérieuses. Si pour 1, 2, 3, 4, 5 salles de classe, pour notre pays, il faut faire appel à des fonds extérieurs. On dit 30 000 salles de classe. Nous avons des problèmes. Est-ce que on dit, c'est pas 1, 2, 3, on dit 30 000 salles de classe. C'est une façon de parler. Est-ce que mon frère, le Togo n'a pas les moyens aujourd'hui? Non. Aujourd'hui de tout construire? Non. Je pense que non. L'éducation, c'est un secteur prioritaire. Non, je pense si l'éducation est ratée, l'éducation du jeunesse est ratée, je pense que demain aussi la gouvernance restera telle. Alors il faut mettre les moyens. Dans quel secteur alors on veut mettre les moyens? On met les moyens aujourd'hui au Togo. Quel est le secteur dans lequel on met les moyens? Je peux te dire que l'avant-projet de budget exercice 2023 consacre 157 milliards à l'éducation. C'est le premier secteur dans ce budget-là qui reçoit plus de moyens. Après, il y a l'armée avec la situation sécuritaire.
et suivent l'agriculture, l'eau et l'assainissement, la santé et les autres ministères. Donc, c'est te dire que Justement, 157 milliards pour l'éducation, il faut aller trouver l'argent. c'est assez. Il faut aller trouver l'argent, il faut mobiliser les ressources. Oui, justement, c'est ce que nous En tout cas, disons. mobiliser les ressources. On va suivre Oui. tout ça de près, Eric. S'il faut attendre toujours des aides, mais si les aides ne viennent pas, nous allons rester comme ça. Question intéressante, Eric. Vous ferez mon porte-voix parce que dans cette déjà, je ne serai pas invité. Demandez-leur les changements, les secteurs, et puis on reviendra ici faire le débat. Merci, Eric Johnson. Merci, C'est Abel moi. Badassé. Merci moi. à tous. On se retrouve le samedi.